Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité nîmoise de ce lundi 14 juin 2010. Vous aurez sans doute noté la présence d'un stand aujourd'hui sur l'esplanade Charles de Gaulle à Nîmes, celui du festival Globule, organisé dans le cadre de la journée mondiale du don de sang. 23 autres événements de ce type étaient organisés à travers la France afin de sensibiliser les donneurs éventuels sur les besoins en sang. Les organisateurs espéraient en effet accueillir 300 volontaires à un moment où l'on constate depuis un mois un ralentissement des collectes de sang en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. A l'inverse, les besoins des malades ont augmenté de 3%. Rappelons que le stock de concentré de globules rouges disponible est aujourd'hui de 9 jours au niveau interrégional, alors qu'il doit atteindre 15 jours d'ici à la fin du mois de juin. En fin d'après-midi, les organisateurs comptaient sur une bonne participation des Nîmois présents dans les différents lits d'accueil pour donner leur sang, mais également sur les stands d'information, avec pas moins de 200 poches récoltées sur les 300 initialement attendus, un chiffre donné par les organisateurs à 16h30. Une semaine qui s'ouvre à Nîmes sous le signe de la solidarité avec le don du sang, mais également sous celui de la sécurité. Tel est le message qu'a souhaité faire passer ce matin la municipalité, notamment aux habitants du quartier Rangueil, en annonçant l'installation prochaine de la police municipale dans les locaux de l'ancien commissariat. Un signe fort en direction de celles et ceux qui avaient manifesté leur mécontentement lors du départ de la police nationale de Séleko en mars dernier. L'occasion également pour la municipalité de communiquer sur le prochain plan de sécurité mis en place avec une évolution de la vidéosurveillance, un accroissement des effectifs, mais également des actions de prévention en matière de délinquance des mineurs. Toutes les explications avec Alain Mellon. Le projet sécurité 2010-2014 de la ville de Nîmes a été présenté. 14 actions seront menées afin d'être plus près de la population. La sécurité, c'est un domaine où il faut se remettre en cause tous les jours, puisque la délinquance, elle, s'adapte aux méthodes policières. Donc on continue ce qu'on fait depuis 2001, c'est s'adapter, grossir les effectifs, agrandir le nombre de caméras, être de plus en plus au contact de la population. 2001, le service de sécurité, c'était 100 personnes, aujourd'hui c'est 200. Et peut-être qu'un jour, ça sera 300, j'espère pas. Ce qui est mis le plus en avant, c'est le fait qu'on se préoccupe des mineurs. Les mineurs qui aujourd'hui représentent 43% de la délinquance, alors qu'ils ne représentaient que 20% en 2001. Donc c'est des actions de prévention, des structures mises en place, une nouvelle élue qui est déléguée à ça, pour s'occuper de la délinquance des mineurs. On va travailler beaucoup avec l'inspection académique, avec la police nationale, avec les juges de proximité. Donc il y a un travail important qui devra être fait, un travail de terrain surtout. En premier lieu, c'est d'abord la prévention. La répression, de toute façon, ne rien, mais mon rôle, c'est davantage la prévention, d'être à l'écoute, d'essayer de trouver des solutions. La fermeture du poste de police rue Rangueil avait soulevé un désaccord avec les habitants. Aujourd'hui, la réorganisation de la police municipale permet cette réouverture. Le maire a bien entendu ces voix qui se sont levées, puisqu'on réouvre le 1er juillet ce local avec de la police municipale. Et ce sera également un point de contact police nationale pour qu'il y ait une relation entre les habitants et la police nationale. La réorganisation de la police municipale ainsi que la sensibilisation des adolescents est une partie de toutes ces actions. Il sera créé 2 postes d'adultes relais, basés l'un au chemin bas d'Avignon et au Mas de Mingue. Mais aussi, 8 nouveaux agents de police viendront augmenter l'effectif, qui correspondra à un policier pour 1000 habitants. Et un mot de sécurité routière et des chiffres inquiétants au niveau du département. Malgré une diminution du nombre d'accidents constatés sur les 5 premiers mois de l'année, le Gard demeure un mauvais élève en termes de sécurité routière, avec une augmentation de 15% du nombre de personnes qui ont été tuées depuis un an sur les routes du département. Et puis, sachez que dans les prochaines heures, une dépression va se former en Méditerranée. Elle entraînera dès cette nuit une dégradation pluvieuse et orageuse sur la Corse et les départements côtiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la journée de demain mardi, la dégradation se poursuivra sur la région PACA, en gagnant également le département du Gard. Les pluies s'étendront rapidement en s'intensifiant en particulier sur le Rhône, le Gard et la Provence. Le cumul de pluie attendu pourra être important
atteignant pour l'épisode 100 à 120 mm dans le Gard. Le préfet du Gard, Hugues Bouzy, j'appelle donc à la vigilance et au respect des consignes indiquées donc par ce communiqué émis ce soir par la préfecture du Gard. Sans transition, nous ouvrons dans ce journal une large page sportive avec quelques bons résultats pour les champions gardois. Rappelons bien évidemment dans l'actualité du dernier week-end la belle victoire du pilote alésien Romain Dumas au volant de son Audi dans le cadre de la 78e édition des 24 heures du Mans. Autre bon résultat également pour l'équipe B du RCNG qui s'est imposée hier 24-6 face à Serré dans le cadre des quarts de finale du championnat de France. Une victoire qui permet aux rugbymen nîmois d'accéder aux demi-finales qui se joueront dimanche prochain sur terrain neutre face à l'équipe girondine de Salles. Toujours du sport, mais cette fois-ci du côté des supporters avec quelques images tournées vendredi soir par Adrien Feuch et que je vous propose de découvrir. Malgré les doutes et les critiques parfois nourries, les supporters nîmois de l'équipe de France de football ont pleinement soutenu les Bleus vendredi soir pour le premier match de poule disputé contre l'Uruguay. Sur ces images tournées au bar des Deux Mondes, puis à la brasserie des Trois Morts, non loin des arènes, vous découvrez des supporters toujours très impliqués pour ce premier match de la France lors de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Des aficionados du ballon rond certainement déçus par le match nul, 0 partout, qui suivront le prochain match des Bleus ce jeudi 17 juin à partir de 20h30 à Polokwane face à la redoutable équipe du Mexique qui, je vous le rappelle, avait elle aussi été tenue en échec vendredi soir face à l'Afrique du Sud. Et puis toujours du football, mais cette fois-ci du côté du Nîmes Olympique, avec le rappel des signatures de Giliotier et d'Améoul, alors que des bruits de couloir évoquent de plus en plus une prochaine signature du jeune gardien de but Paul Noël Ettori, qui n'est autre que le fils de Jean-Luc Ettori, l'ancien gardien de but international de l'AS Monaco, qui avait été entreaperçu l'an passé au Costières lors d'une séance d'entraînement des Portiers des Crocos. Confirmation des départs, Nicolas Baillot s'est engagé pour 2 ans avec Clermont Foot, alors que Grégory Poirier évoluera l'année prochaine en national avec Amiens. Départ également en national pour Saïd Aït-Baï, Othman Jelilaïn qui porteront les couleurs de Créteil. Abdel El Adjaoui rejoignant pour sa part le Paris Football Club. De l'autre côté du Rhône à Arles, plusieurs joueurs cadres ont rempilé avec la CA qui évoluera, je vous le rappelle, en Ligue 1 la saison prochaine. Il s'agit du capitaine Sébastien Piocel, du gardien Cyril Merville, mais également de Kaba Diawara, Romain Elie, Marvin Essor, Bakary Soro, Thomas Ayas, Démé Ndiaye, Emmanuel Corrèze ainsi que l'ancien Nîmois Benjamin Psom. Nous restons au chapitre sportif avec un changement de ballon du football. Nous passons à présent au handball avec la célébration samedi soir des 50 ans de l'USAM Nîmes, entendez par cette appellation l'Union sportive des anciens du Mont-du-Plan, un club qui évolue aujourd'hui dans l'élite du handball français et qui était en fête ce week-end au Parnasse en présence de nombreux joueurs qui ont construit une partie de la légende des Verts et Blancs. Au programme, entre autres, un match de gala qui a régalé tous les inconditionnels de l'USAM, au premier rang desquels Nicolas Pinchino. L'Union sportive des anciens du Mont-du-Plan, fondée en 1960 par Robert Durand et Alain Jourdan, fêtait ce week-end ses 50 ans. Plus couramment appelé l'USAM, le club avait invité toutes ses anciennes gloires à un match de gala contre l'équipe actuelle. Cérémonie, remise de médailles, moments d'émotion et franche rigolade, la journée de samedi tenait toutes ses promesses devant un public venu nombreux. C'est un plaisir, un réel plaisir aujourd'hui de retrouver les Chagnards, les Courbiers, les Latou. Voilà, ça c'est... à mon avis, ça a été... Et Franck Maurice, j'avais oublié. C'est un club qui ne laisse pas indifférent et puis qui m'a permis de vivre de grandes choses. Bon, des trophées, oui, mais des belles rencontres aussi. Des aventures humaines et puis des anecdotes à l'appel. On va passer la nuit à se les raconter. Et puis j'ai eu la chance aussi d'entraîner, donc une autre facette de la vie dans un club. Mais voilà, de toute façon, c'est un club qui a changé ma vie d'homme. Ouais, je garde plein de choses. La première, c'est Pablo Neruda. L'ambiance de folie qu'il y avait à Pablo Neruda, ça c'est la première. Et la deuxième, c'est l'inauguration du Parnasse devant Zagreb en Coupe d'Europe, qui était un truc exceptionnel. Le Parnasse plus que rempli, et vraiment un truc phénoménal. J'ai commencé à jouer au handball en 1957 sur le terrain du Mont-du-Plan. Et puis je suis rentré dans cette famille de l'USAM et le cœur y est toujours. Vous avez gardé votre maillot de l'époque? En fait, c'est un supporter qui me l'a envoyé.
il est venu tout à l'heure, il m'a dit tiens, le dernier match, c'est la dernière victoire, donc le dernier champion de titre, le titre de champion. Et il m'a dit quand tu as jeté dans les tribunes, je l'ai récupéré. Et il m'a dit si tu veux le mettre aujourd'hui, j'ai dit avec plaisir. Et il m'a dit par contre redonne-moi-le après la fin du match. Donc c'est le maillot de dernier titre celui-là. J'ai eu la chance, aujourd'hui je réalise que j'ai eu la chance de jouer donc, à Nîmes. Ce club-là, il y a vraiment une vraie culture autour du hand. Et ça, on ne le trouve pas dans tous les clubs de France. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un à ma place dans 50 ans pour fêter les 100 ans de l'USAM. Je crois qu'un club comme ça n'a pas le droit de s'arrêter un jour ou l'autre. Et je ferai tout pour que justement préparer le club à affronter ces 50 prochaines années. Nous souhaitons un bon anniversaire au club de l'USAM. Rendez-vous en 2060. Et nul doute que nous y serons. Et puisque nous parlons de handball, je ne résiste pas à l'envie de vous proposer ces images d'un tout autre niveau, tournées la semaine dernière au Parnasse, peu de temps avant le cinquantenaire de l'USAM, à l'invitation du club de handball féminin du HBCN. Une équipe de Télémiroir a participé à la dernière journée du tournoi des partenaires. Une épreuve remportée pour la deuxième année consécutive par l'équipe de Tangobus. Sur ces images que je vous propose, en maillot turquoise, l'équipe de Télémiroir, avec celles et ceux que vous ne voyez habituellement pas devant la caméra, que ce soit le président de notre chaîne, Christophe Musset, ou encore notre réalisateur Guillaume Vutrouillet, sans oublier Nicolas Pinchino, l'un de nos journalistes reporters d'images, réalisateur ce soir de ce journal, et buteur décisif lors du dernier match. Une équipe, vous le voyez, renforcée par quelques joueuses du HBCN, avec notamment l'une des dernières apparitions au Parnasse de Trine Hansen, la joueuse norvégienne qui va quitter Nîmes dans les prochains jours aux côtés de sa sœur jumelle, la gardienne de but Linda Hansen. Alors qu'on voit ici la prestation de notre équipe en images, avec toutes les collaboratrices stagiaires actuelles à Télémiroir. On connaît Adrienne dans les buts qui ce soir officie au son. En tout cas, un moment bien sympathique vécu par celles et ceux qui ont participé à ce tournoi des partenaires. Et puis après le sport sous toutes ses formes, place à la culture avec la présentation samedi matin de la saison 2010-2011 au Théâtre de Nîmes. Une programmation des plus variées qui va cette année encore proposer un savant mélange de classiques et de contemporains afin de satisfaire un plus large public. Une présentation qui s'inscrit par ailleurs dans la volonté du Théâtre de Nîmes de créer un axe culturel au niveau des salles de spectacle du Grand Sud, musique, théâtre, art lyrique, sans oublier les incontournables de la saison comme le Festival de Flamenco. Une programmation annoncée sous le signe de la force de la lumière, comme nous l'explique Frédéric Siller sur ces images de Nicolas Pinchino. Pas moins de 50 spectacles seront programmés pour la prochaine saison 2010-2011 au Théâtre de Nîmes. Un planning qui débutera en octobre et conviera le public à la redécouverte, entre autres, d'œuvres classiques. On reste toujours très axé sur la création, sur les écritures contemporaines, mais aussi en appui sur le répertoire, qui est pour moi une chose très importante, qui est Goldoni, Shakespeare, Molière, tous ces auteurs qui encore aujourd'hui nous racontent la vie qu'ils ont eue, mais celle qu'on a aussi. Et dans le fond, c'est pas si éloigné tout ça. Une programmation qui, cette année, lie un partenariat avec le Festival d'Avignon sur la pièce Richard II de Shakespeare et cultive d'autres relations avec la région languedocienne. Des relations aussi avec l'Opéra de Montpellier. J'aimerais petit à petit que toutes ces relations soient harmonieuses et complémentaires. 2011 verra le retour du cycle japonais au mois d'avril, sans oublier l'événement phare de la saison, le Festival Flamenco. Cette année, le Festival de Flamenco, je pense, aura atteint, j'espère, une sorte de maturité, une sorte de vitesse de croisière, en tout cas pour les quelques années qui viennent. On a trouvé le bon format, je pense, enfin on va l'expérimenter, mais pour moi je pense qu'on a trouvé le bon format, le bon rythme aussi, que ce soit pour nous, organisateurs, mais que ce soit aussi pour les artistes et pour le public, surtout, public auquel je pense tout le temps, puisque c'est évidemment ma pensée prioritaire. Ouverture donc de la programmation avec l'Odyssée des ballets russes sous la direction de François-Xavier Roth le 6 octobre prochain.
Et puis nous restons au chapitre culturel avec du 7e art et la rencontre vendredi soir de l'équipe du film Des Amours secrètes de passage à Nîmes. L'occasion pour notre équipe de faire connaissance avec le réalisateur Franck Félizon, mais également avec les acteurs qui donnent vie à ce drame sur grand écran. Aux côtés d'Anémone, on retrouve notamment Déborah Durand, toute heureuse de se retrouver à Nîmes. Je vous propose de l'écouter dans ce sujet concocté par Maëva Belin, Adrien Feuch et Thomas Rabel. Actuellement au cinéma Kinépolis de Nîmes, Les Amours secrètes racontent l'histoire sulfureuse entre une jeune femme juive et un officier SS. Pour son premier long métrage, Franck Félizon s'est inspiré de documents d'époque, mais également d'un événement familial. Mon oncle Raoul ne supportait pas que sa sœur Sarah fréquente un soldat allemand en 1941 qui lui-même la voyait en cachette. Et vous imaginez à l'époque pour mon oncle voir sa sœur fréquenter un soldat alors qu'on était en pleine interdiction de fréquenter les juifs et qu'ils sont complètement à bannir. Et bien finalement, mon oncle Raoul a roué de coups un jour dans une bagarre très violente, que vous avez dans le film d'ailleurs. Ce film possède un casting de qualité avec entre autres une actrice formidable qui se fait très rare au cinéma, c'est-à-dire Anémone. Cette dernière joue le rôle de Margot, une femme qui ne s'exprime plus depuis la mort de son fils. Attirée par ce scénario, elle excelle dans ce rôle. Moi j'aime bien les mélos. Et puis la dernière fois que j'avais joué dans un mélo, c'était Le Grand Chemin avec Boringer. Je retrouvais Boringer. Enfin voilà. Bon. Déborah Durand et Grégory Barbosa, qui jouent respectivement Louise et Hanks, ont réussi à transmettre leur histoire d'amour à travers la toile. Que ce soit devant ou derrière la caméra, l'alchimie entre ces deux acteurs fonctionne. Déborah, moi je trouve que c'est une actrice, une partenaire extraordinaire. Je n'avais pas pris de cours de théâtre, j'avais plus fait sous forme de stage, etc. Donc c'est vrai que Déborah m'a beaucoup apporté, en tout cas sur le tournage. Très heureux de venir à Nîmes, l'équipe du film ont pu admirer les différents monuments antiques. Cette venue est encore plus importante pour Déborah Durand. Pour moi c'est particulier parce que moi j'ai vécu à Nîmes et c'est là où j'ai commencé à faire du théâtre. J'étais au collège Feucher et mon prof de français a monté des ateliers de théâtre et il avait travaillé dans le théâtre et j'ai commencé ici. Donc c'est un retour aux sources, c'est assez émouvant pour moi, j'avoue. Retrouvez tous les horaires des Amours secrètes sur le site du Kinépolis. Et comme tous les lundis en fin de journal, place à l'actualité taurine avec une très belle journée dominicale hier aux arènes du Grau-du-Roi dans le cadre de la fête de la Saint-Pierre, du soleil et du monde pour la tenue du trophée Olivier Arnaud avec le retour fort attendu dans les pistes de Michael Matré après 2 années de suspension, le vainqueur de l'édition 2008 de la Cocarde d'Or qui s'est dépensé sans compter hier face à des cocardiers briseurs de planches et générateurs d'émotions. Au final, la victoire du raseteur Romain Gros, telle que nous la conte Patrick Mallet sur ces images de Jean-Pierre Mas. Quel superbe après-midi de tauromachie camarguaise nous avons vécu hier après-midi dans les arènes du Grau-du-Roi. Après un très beau spectacle d'ouverture, ce souvenir Olivier Arnaud, en pleine fête de la Saint-Pierre, fut de toute beauté. Du premier au dernier biao, tous auront livré de superbes moments face à des raseteurs appliqués et plus que motivés. Et celui qui le fut sans doute le plus, c'est Michael Matré. Son retour en piste, après 2 ans de suspension pour dopage, fut à la hauteur de son envie de reprendre le crochet depuis quelques mois. Affûté, bien préparé, il rentra d'entrée dans la course. Mais rien ne remplace les courses et après 2 ans, il lui a manqué encore quelques repères qui auraient pu lui coûter cher. Face à Petit Loup de la Manade de Chavalier, c'est presque un miracle qui s'est produit. Enfermé dans le berceau des cornes de ce taureau criminel, on se demande encore comment le coup n'a pas fait mouche. Heureusement pour Michael, malgré 2 énormes estafilades devant et derrière la poitrine, pas de coup de corne. Il put ainsi reprendre le crochet pour une première course de reprise qui fut pour lui pleine de promesses. Des promesses, il y en a eu aussi côté vainqueur de ce trophée Olivier Arnaud. Moutet, Benafitou, Violet et consorts, pourtant très bons hier après-midi, se sont fait voler la vedette par le petit jeune intégré à juste titre dans cet après-midi. Romain Gros, raseteur pourtant du trophée de l'avenir, par sa volonté, ses rangs engagés et sa prise de confiance et de responsabilité tout au long de cette journée, aura surclassé tous les autres raseteurs. Logiquement et sous l'ovation, il remporte au mérite le prix de cet après-midi. Prix qu'il partage avec Hathor, le taureau de la Manade d'Omas, qui lui aussi livra une prestation haut de gamme.
Rapide, intelligent, ce taureau marque à nouveau les esprits. Toutes ses actions furent dangereuses et sa façon de terminer à la barrière en envoyant la corne latéralement à la planche ont fait frissonner les gradins. Après cette troisième sortie brillante de la saison, Hathor rentre définitivement dans le cercle des taureaux de cette temporade 2010. Après 5 taureaux très cocardiers, les 2 derniers furent, avec des actions explosives à la planche, les cerises sur le gâteau. Mérou de Sommade et Clodomir de Jacquebon, dans un registre de punchers, furent tous les 2 au top. Au top, comme le furent les raseteurs, car outre Gros et Matré en fer de lance, on peut bien sûr citer les bonnes prestations de Moutet, Violet, Benafitou, voire Outarka. Avec la Royale Cuillé la semaine d'avant, les courses se suivent au Gros du Roi et se ressemblent. Avec un tel spectacle, pas étonnant que les arènes hier après-midi étaient encore aux 3/4 pleines. Un vent de jeunesse souffle sur les raseteurs et les taureaux. C'est ce qu'il fallait pour remplir à nouveau les gradins de nos arènes. Et si le public du Gros du Roi a pu profiter d'un beau et grand soleil, cela n'a pas été totalement le cas des spectateurs de Moggio qui ont assisté hier après-midi à la traditionnelle corrida de la Romeria. Une pluie violente s'est invitée peu avant le début de la course, contraignant l'organisateur Stéphane Fernandez Meca à retarder d'une demi-heure le début de la corrida pour remettre la piste en état. Au final, une corrida plutôt intéressante, principalement en première partie avec un Alberto Aguilar très décidé face à un très bon taureau de Pablo Mayoral. Mais c'est le torero français Julien Lescarré qui a ravi l'unique oreille de la journée. Je vous propose de le découvrir avec des images tournées par nos confrères de 7L TV. Avec de fortes averses qui se sont abattues 1 heure avant le Paseo, le public a longuement craint pour la tenue de cette traditionnelle corrida de la Romeria qui a finalement réuni une large demi-entrée sur les gradins des arènes Léonce et Louis Rouquette de Moggio. Un après-midi qui a vu la présentation des taureaux de Pablo Mayoral dans la cité héroltaise, avec une première partie de course fort entretenue et un premier exemplaire particulièrement brave sous le fer du picador. Face à ce bétail exigeant, le chef de Lidia José Ignacio Ramos s'est comporté avec professionnalisme dans les 3 tiers du combat, écopant du lot le moins évident de la journée et saluant au tiers à l'issue de sa première faine. Caste, bravoure et moteur dans les assauts inlassables du 3e taureau de l'après-midi, le meilleur exemplaire du lot, qui aurait sans doute mérité un tour de piste posthume. Un taureau de Pablo Mayoral, parfaitement conduit par le madrilène Alberto Aguilar, sûr de sa technique et animé d'une grande soif de triomphe depuis son récent succès vicois. Malheureusement, un échec répété avec l'épée a limité la récompense du protégé de Stéphane Fernandez Meca à un salut au tiers. L'unique oreille de la journée, finalement revenue entre les mains de Julien Lescarré, lui aussi inédit à Moggio, et qui a étalé plusieurs facettes de son talent pour déjouer les pièges posés par le 2e taureau de la corrida et sa charge à mi-hauteur. Un torero hollandais particulièrement aguerri à ce genre de lutte et qui a parfaitement connecté avec le public héroltais. Et le prochain rendez-vous de tauromachie espagnole, c'est le week-end prochain, vendredi, samedi et dimanche, dans les arènes d'Istres, avec la traditionnelle feria qui verra la double comparution, notamment de Sébastien Castella. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas les rediffusions de ce journal au cours de votre soirée sur Télémiroir. Prochain rendez-vous avec l'info 12h30 demain, le Flash. Et puis également, ce soir, la rediffusion dans votre miroir des sports de la finale de la Coupe Gare-Lozère qui oppose l'équipe de Uzès Pont-du-Gard face à la réserve de Nîmes Olympique. Merci de votre fidélité à notre chaîne et très belle soirée sur Télémiroir. À demain.